C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus dans ce numéro spécial consacré aux temps forts qui ont marqué l'année 2020. Nous reviendrons sur de nombreux événements avec un décryptage de Nicolas Germain et de notre invité Francis Patindé, chroniqueur au Monde Afrique et enseignant à Sciences Po Paris. Et on va commencer par aborder les élections présidentielles. De nombreux pays ont organisé des scrutins en 2020. C'est le cas du Togo, du Burundi, du Burkina Faso ou encore de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, deux pays dans lesquels le troisième mandat des présidents sortants a créé de vives tensions. Nous parlerons bien évidemment du coup d'État au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé le 18 août dernier par les forces armées maliennes. Un coup d'État alors que le pays est embourbé dans une crise sécuritaire majeure. Et justement, on va aborder la question du terrorisme dans la région du Sahel. Le Mali n'est pas le seul pays touché. Le Niger et le Burkina Faso payent un lourd tribut, mais le terrorisme s'étend aussi autour du lac Tchad et les différents groupes djihadistes se disputent les territoires. On fera le point dans cette édition. 2020, on s'en souviendra. Une année très chargée et riche en rebondissements. Une année marquée évidemment par une pandémie mondiale qui n'a pas épargné l'Afrique et on en reparlera. Mais 2020, c'est aussi une année marquée par l'insécurité et le terrorisme et par les tensions politiques. Mais d'abord, on va s'arrêter un instant sur 2020, l'année électorale. Une dizaine de pays ont organisé des présidentielles. Et le pays qui a ouvert la marche, c'est le Togo. C'était le 22 février. Faure Gnassingbé a été réélu sans surprise à un quatrième mandat, un mandat là aussi controversé. Le principal opposant, Akbeyome Kodjo, revendique toujours sa victoire. Il vit dans la clandestinité. Francis Patindé, tout d'abord bonjour et merci d'être avec nous. Alors, au sujet du Togo, c'est tout le système qui est contesté par l'opposition, des listes électorales jusqu'à la Cour constitutionnelle. Certains observateurs avec qui j'ai pu parler m'ont dit qu'une élection ne réglera rien. En tout cas, elle n'apportera pas l'alternance. Il faut d'abord changer le système. Il faut des instances de transition. C'est un peu le cas d'ailleurs dans de nombreux pays. Absolument. Vous savez, chaque année, il y a une dizaine d'élections, grosso modo, en Afrique, et les problèmes de fond ne sont pas posés. Ou quand ils le sont, on n'y apporte pas des réponses adéquates. C'est-à-dire que pour avoir des élections sereines, contradictoires, faire tout ce que vous voulez transparentes, il faudrait d'abord régler des problèmes en amont. C'est-à-dire le listing électoral, bien l'apurer, être sûr de façon consensuelle que le listing avec lequel on va aux élections est le bon. Vous voyez, il faut également les pièces d'identité, s'assurer qu'un certain nombre de critères sont remplis avant d'aller aux élections. Aller aux élections sans régler ces préalables, ça ne sert strictement à rien. Alors finalement, on notera que le Ghana est l'un des rares pays qui fait figure d'exemple d'alternance démocratique dans la sous-région. Le Ghana qui a aussi organisé une présidentielle en cette fin d'année 2020. Le président Nana Akufo-Addo a été élu pour un deuxième mandat avec 51% des voix contre 47% pour son rival John Mahama. Alors justement, l'autre exemple qu'on pourrait donner, c'est celui du Burundi. Il y a eu aussi une présidentielle. C'était fin mai. Le président sortant, l'homme fort du pays, Pierre Nkurunziza, n'était pas candidat, mais c'est son poulain, Évariste Ndayishimiye, qui l'a remporté face à un opposant pourtant très populaire, Agathon Rwasa. À l'époque, tout le monde s'accordait à dire que l'ombre de Pierre Nkurunziza planait toujours au-dessus du pouvoir à Bujumbura et que c'était lui qui menait la danse. Sauf que Pierre Nkurunziza est mort quelques semaines après officiellement d'un arrêt cardiaque et très probablement du Covid-19. Nicolas Germain, vous connaissez bien le Burundi. Est-ce qu'on peut dire que l'élection du président Ndayishimiye et la mort de Pierre Nkurunziza va permettre au Burundi de tourner une page ? C'est ce que beaucoup d'ONG et de diplomates espéraient. Alors, pourquoi est-ce qu'ils parlaient de tourner la page? C'est parce que Pierre Nkurunziza a été controversé depuis sa candidature à un troisième mandat en 2015. Il faut rappeler que cette candidature controversée avait provoqué d'immenses manifestations à l'époque qui avaient fait plus de 1000 morts et poussé à un moment jusqu'à 400 000 Burundais à fuir à l'étranger. Donc, il y avait cet espoir que peut-être son poulain, Évariste Ndayishimiye, serait moins dogmatique, moins autoritaire. Mais en réalité, ça fait 6 mois donc qu'il est au pouvoir. Et d'après les ONG,
l'ONG, d'après mes sources sur place, finalement, c'est toujours la même politique et une politique très dure envers les opposants, très dure contre les journalistes. Et donc, finalement, peu d'espoir que la page soit tournée au Burundi pour l'instant. Et en plus de cela, on a vu il y a quelques jours que le Conseil de sécurité a retiré le Burundi de son agenda politique. Ça veut dire qu'il va suivre de moins près ce qui se passe au Burundi. Et ça inquiète vraiment les militants des droits de l'homme au Burundi. Alors, une page ne se tourne pas pour l'instant au Burundi. En tout cas, une page s'est bien tournée au Mali, celle de Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Le 18 août 2020, une mutinerie démarre dans la garnison de Keïta, près de Bamako. Quelques heures plus tard, le président Ibeka est arrêté et poussé à la démission. Les forces armées maliennes viennent de prendre le pouvoir dans le pays. Écoutez. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Je voudrais, à ce moment précis, vous dire ma décision de quitter mes fonctions. Alors Francis Patindé, ce coup d'État intervient alors que le pays était en pleine tourmente politique et sécuritaire. La situation était intenable, mais est-ce que cela ne va pas rendre la situation encore plus instable, notamment sur ce plan sécuritaire? Exactement. 4 mois après ce coup d'État, on se dit, mais tout ça pour ça? Il a fallu 1 mois pour qu'un gouvernement de transition se mette en place. Il est présidé par un officier épaulé par un officier à la retraite, épaulé par un des chefs de la junte, un vice-président. Le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition, est complètement trusté par des militaires et des inconnus dans la plus grande opacité. Le gouvernement du Premier ministre, lui qui est civil, Mokhtar Ouane, semble saisi de tétanie. Rien ne semble bouger après les 4 mois après ce coup d'État. Et on se demande pourquoi diable a-t-on fait un coup d'État? Chaque fois qu'au Mali, il y a eu une intervention des militaires, des prétoriens dans le débat politique, on a reculé. Ça a été le cas en 2012 avec le coup d'État contre le président ATT. On a vu ce que ça a donné, puisque les djihadistes ont pris toutes les grandes villes du Nord. Et aujourd'hui, on est en train d'assister de nouveau à une réédition de ce cas. Est-ce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans le débat politique pour négocier des compromis auprès du président Ibeka? On se pose la question aujourd'hui. Alors Nicolas Germain, vous êtes d'accord avec ce constat? C'est bis repetita au Mali? On peut quand même noter une différence avec le coup d'État de 2012, c'est que les putschistes, cette fois-ci, semblaient mieux organisés. Leur discours était plus policé, notamment quand France 24 avait pu joindre le porte-parole de la junte, Ismaël Ouagé, quelques jours après le coup d'État. Ils semblent quand même nettement plus disciplinés que ceux qui étaient là en 2012. Mais bon, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, le nombre de militaires dans ce Conseil national de transition. Et puis, il y a toute cette thématique de comment lutter contre les djihadistes dans le nord du Mali, et c'est une problématique qui est également présente au Burkina Faso et au Niger. On sait que depuis plusieurs années, vous avez la solution armée avec Barkhane et le G5 Sahel qui est donc des hommes armés contre ces djihadistes, et ça ne marche pas terriblement bien. Et beaucoup d'analystes disent que surtout ce qu'il faut, c'est le développement de ces régions, moins de pauvreté, et comme ça, il y aura moins de jeunes qui vont rejoindre ces brigades djihadistes. Et puis il y a un autre débat également, c'est en ce moment au Mali, par exemple, faut-il négocier avec les djihadistes? Alors la France, elle, a donné son point de vue, elle pense que non, alors qu'on a entendu récemment le Premier ministre Mokhtar Ouane qui était plutôt favorable à une discussion avec des djihadistes pour amener la paix au Mali. D'ailleurs, il y a eu une opération juste après l'arrivée au pouvoir des militaires au Mali, c'est la libération d'Oussoumaïla Cissé, le leader de l'opposition, et de l'humanitaire française Sophie Petrona, et la libération de nombreux djihadistes. Nicolas Germain et Francis Patindé, il y a 2 pays que j'aimerais aborder avec vous, la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec un point commun, le 3e mandat controversé des 2 présidents réélus. Le scrutin s'est déroulé le 18 octobre pour la Guinée, une élection émaillée de violence, avec un procédé qui est devenu presque, je dirais, un modus operandi, un procédé défendu par le chef de l'État en personne. C'est le cas d'Alpha Condé. Il répondait aux questions de Marc Perelman. Écoutez. C'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution,
Ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Mais je vous fais remarquer qu'il y a des présidents qui ont 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Curieusement, ces présidents ne sont jamais critiqués. Et ça passe comme une boîte à la lettre. Alors Francis Patindé, on commence donc par réviser la Constitution pour limiter le nombre de mandats, puis on brandit l'argument des compteurs à zéro pour en faire un énième. Est-ce que cela va devenir une habitude ? C'est vrai que le 3e mandat est critiquable. Vous savez, dans la plupart des pays, on peut réviser une constitution. On révise une constitution pour aller du bien au mieux, vers le mieux. Vous voyez, c'est pour quand il faut réviser des articles qui améliorent la situation des gens ou pour prendre en compte les évolutions technologiques. Voilà, donc réviser une constitution, ce n'est pas interdit. Mais réviser la Constitution uniquement pour se pérenniser à la tête de l'État, ça peut poser des questions. Alors, la question du 3e mandat est critiquable, comme je l'ai dit, mais il fait oublier qu'il y a plus grave sur le continent africain. Beaucoup de pays, surtout en Afrique centrale, sont toujours sous un régime de non-limitation des mandats. Donc le mandat est illimité dans beaucoup de pays africains encore, comme au Cameroun par exemple, où le président peut rester ad vitam aeternam. La limitation du nombre de mandats ne conduit pas nécessairement à une alternance à la tête de l'État. Dans beaucoup de pays, surtout d'Afrique australe, il y a eu changement de visage à la tête de l'État, mais pour autant, il n'y a pas eu d'alternance. Le parti dominant est resté. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie et tous ces pays où on a changé plusieurs fois de chef d'État ces dernières décennies, mais le parti dominant, le parti est resté au pouvoir. Alors Nicolas Germain, est-ce qu'il faut perdre espoir lorsque un opposant qui a lutté toute sa vie pour la démocratie, et c'est le cas d'Alpha Condé, s'accroche au pouvoir à 82 ans ? C'est ce qui avait choqué pas mal de militants des droits de l'homme, puisque Alpha Condé, on peut le rappeler, il a quand même passé des années et des années dans l'opposition, il a passé des années en exil à Paris, il a connu la prison et il fustigeait ceux qui s'accrochaient au pouvoir. Et donc évidemment, lorsqu'il révise la Constitution pour faire un 3e mandat à l'âge de 82 ans, ça a déçu pas mal de monde. Alors on parle du 3e mandat également en Côte d'Ivoire, c'est un tout petit peu différent, même si de facto Alassane Ouattara vient d'entamer un 3e mandat, puisque là il avait d'abord dit qu'il n'allait pas se présenter à un 3e mandat. Et ensuite, cet été, c'est celui qui allait être le candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, qui est subitement décédé d'une crise cardiaque. Et à ce moment-là, Alassane Ouattara décide de revenir en jeu. On peut peut-être écouter ce qu'il a dit à ce moment-là. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. On sait également que Alassane Ouattara a laissé entendre que lors de ce mandat actuel, il a l'intention de fixer la limite d'âge pour la prochaine présidentielle à 75 ans. Et alors ça, de facto, ce que ça ferait, c'est que ça éliminerait Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de la prochaine présidentielle. Donc il a laissé entendre qu'il le ferait. On va voir, et ça permettrait peut-être un renouvellement de la classe politique enfin en 2025. Alors, Francis Patindé, l'élection en Côte d'Ivoire s'est déroulée dans un climat tendu, on l'a vu, et le bras de fer se poursuit aujourd'hui avec l'opposition, entre Alassane Ouattara et l'opposition. À quoi faut-il s'attendre ? À un apaisement ? Alassane Ouattara a appelé au dialogue lors de son discours d'investiture, mais il reste ferme dans les termes qu'il emploie, ou est-ce qu'il faut plutôt s'attendre à une dégradation de la situation ? Moi, je crains une dégradation de la situation. L'erreur de M. Ouattara, parce que je ne vois aucune différence entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, et ça a été de croire que son candidat, le candidat de son parti, celui qui l'adoubait, à partir du moment où il disparaissait, il n'y a pas une possibilité d'en choisir un autre. Il aurait pu tout aussi bien choisir quelqu'un d'autre. Vous savez, il n'y a pas d'homme providentiel dans la plupart des pays. Il suffit de choisir quelqu'un, de l'aider à battre campagne, à gagner les élections. Donc il n'y a aucunement de différence entre les deux cas. Ça, c'est une lubie de M. Macron, juste pour protéger des intérêts français, je pense.
On va parler à présent du Burkina Faso. La démocratie a été mise à mal par le terrorisme. La réélection de Marc Kaboré sous la pression djihadiste a marqué les esprits. Près d'un cinquième du territoire a été classé en zone rouge par la CENI, a été exclu d'office du scrutin en raison de la menace djihadiste. Les députés ont même modifié le code électoral pour qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, seuls les résultats des bureaux de vote ouverts soient pris en compte. Francis Patinde, est-ce dans l'intérêt de la démocratie d'organiser une présidentielle pour montrer aux terroristes qu'on ne va pas céder à la terreur lorsqu'un cinquième du pays est exclu du vote? Le Burkina Faso a fait les élections en tenant compte des moyens et des moyens dont le gouvernement disposait. C'est très très difficile. C'est déjà une prouesse en soi d'avoir organisé ces élections-là. Et ils ont quand même une classe politique assez raisonnable. Il ne vous aura pas échappé que la plupart des leaders de l'opposition ont reconnu la victoire de Roch Marc Christian Kaboré. Et bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme élection. Et tant mieux qu'ils ne rajoutent pas une crise politique à la crise sécuritaire. Parce qu'au Mali, vous savez, il y a une crise politique qui s'est rajoutée à la crise sécuritaire et c'est un cocktail assez dangereux. Et justement, on va en parler. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays à souffrir du terrorisme dans le Sahel. Il y a aussi le Niger qui a payé un lourd tribut cette année et le Mali qu'on a évoqué précédemment. Francis Patinde, les années se suivent et ne se ressemblent pas. La situation sécuritaire depuis l'intervention française au Mali ne fait que s'empirer. Faut-il s'inquiéter d'une aggravation de la situation dans la zone et d'une contagion dans d'autres pays comme par exemple la Côte d'Ivoire ou le Bénin? Alors, vous savez, les djihadistes ont leur propre agenda. Et ils ont pour eux le temps. Donc, ils se donnent le temps de harceler les troupes des Nations Unies, les troupes françaises, les troupes ouest-africaines présentes dans cette zone-là. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de descendre plus bas, de prendre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, d'aller plus bas, même vers la Guinée et tout. Ils ont un objectif et ils ont le temps pour eux. Il ne vous aura pas échappé que sur d'autres flancs africains également, il y a des problèmes avec le djihadisme. Au Mozambique et à l'est de la RDC. Donc il faudra faire extrêmement attention parce que c'est des gens qui sont patients, qui ont un agenda et qui se donnent les moyens d'accorder leur action avec cet agenda-là. Donc, faisons attention, il ne faut pas relâcher la pression. En même temps, il est possible, moi je ne suis pas a priori contre le dialogue avec certains djihadistes. Vous savez, en Afrique du Sud, pour arriver à démanteler l'apartheid et organiser la première élection en 1994, il a fallu que Nelson Mandela discute avec celui qui l'a mis en prison pendant 27 ans. Vous voyez, pour les Noirs sud-africains, le diable, l'incarnation du diable, c'était l'apartheid. Il faut, à un moment donné, ouvrir les vannes, essayer de voir si la solution militaire ne marche pas, si on ne peut pas discuter. Dernière question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un volet économique? Emmanuel Macron en parlait il y a quelques années. Il disait qu'il fallait aussi régler ce problème, que les populations puissent se nourrir décemment, puissent être éduquées. Il y a ce volet économique qui fait aussi que c'est une façon, en améliorant le quotidien et la vie quotidienne des populations, de lutter contre le djihadisme. Oui, mais vous posez là la question du sous-développement. C'est une entité, c'est global ce problème-là. Est-ce que le Mali, le Burkina Faso, est-ce que le Niger ont les moyens aujourd'hui de nourrir toute leur population? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont les moyens de lutter contre les pandémies, d'ouvrir des écoles un peu partout? La réponse est non. Parce que ces pays ont des matières premières. Je prends le Niger, par exemple, qui a de l'uranium. Ce n'est pas payé au juste prix. Et puis, les cours de l'uranium ont chuté un peu partout. C'est des grands pays. Le Mali, le Niger, ça fait 2 fois la France. La France, même au-delà de l'Hexagone. Vous voyez, ce n'est pas des pays qui ont les moyens aujourd'hui, vu le coût de leurs matières premières, vu les problèmes de gouvernance, vu des tas de problèmes. Le problème du sous-développement, c'est global. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'alimentation, c'est la qualité de l'alimentation, c'est les loisirs. Et ces pays, hélas, n'ont pas encore les moyens, aujourd'hui en tout cas, et ça tient à plein de paramètres qu'il serait fastidieux d'énumérer là.
Merci beaucoup Francis Patinde, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes chroniqueur au Monde Afrique et enseignant à Sciences Po Paris. Merci infiniment, merci beaucoup Nicolas Germain. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier bilan de l'année 2020. Ne manquez pas l'édition de demain. Nous poursuivrons ce bilan, nous parlerons de la pandémie du Covid-19 et de ses conséquences, de l'Algérie un an après l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, du conflit entre le pouvoir central éthiopien et la région rebelle du Tigré et de la guerre d'influence entre le président congolais Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Voilà, restez avec nous, l'info continue sur France 24.